Passion Jazz, musique du monde. Le jazz est un genre musical basé sur l'improvisation et des structures bien précises. Il tire ses origines à 90% de l'Afrique et à 10% des structures de musique européennes. Il a été créé à la fin du 19e siècle et au début du 20e dans le sud des États-Unis au sein des communautés afro-américaines. Les origines stylistiques du jazz sont variées. Ragtime, blues, marche, musique classique et autres. Le jazz jouit d'une popularité mondiale avec des styles multiples. Le hard bop, le bebop, le free jazz, work jazz, etc. La musique du monde, c'est de la musique qui nous vient d'un peu partout à travers le monde, de différentes cultures et folklores, conçue avec les moyens du Nord et la sensibilité du Sud. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce plateau d'argent que la S-Télé vous apporte le jazz ce soir et la musique du monde. Je vous laisse donc en compagnie de nos deux animateurs, Franz Mars et Harold Faustin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, amis téléspectateurs, bonsoir. Eh bien, nous sommes à notre deuxième dimanche, n'est-ce pas, de Passion Jazz, la S-Télé, la télé de la diversité, qui vous reçoit ce soir. Et nous avons avec nous notre co-animateur, Harold Faustin. Salut Franz, bonsoir, ça va bien? Ça va bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc ce soir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer différemment à la semaine dernière, Franz. Justement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous allons recevoir, n'est-ce pas, Alain Brunet. Je pense qu'il est déjà dans l'enclos de la salle. Donc, nous allons le recevoir. Et Alain Brunet, on va dire un peu c'est qui. C'est le journaliste. Un chroniqueur. On peut dire que c'est un chroniqueur. Chroniqueur et auteur et journaliste aussi. Parce qu'il a travaillé longtemps à la presse comme journaliste. Justement. Et puis, il était aussi mon professeur. Bien, ça c'est intéressant de le savoir. De Montréal, il intéressant de le savoir. Donc, c'est un plaisir vraiment ce soir de dialoguer avec lui, de le rencontrer. Mais avant tout, ce soir, on va commencer avec le thème de l'émission. Alors, s'appelle comment? Ah non, dis-moi, c'est toi le musicien. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. C'est toi le musicien. Je ne te rappelle pas. Alors, on commence avec Miroir.
Et voilà le premier morceau de Harold et son quintet Miroir. Alors on va recevoir encore une fois Harold. Je vais lui poser la question, est-ce que c'est un miroir concave ou convexe? Pour parler du thème optique de la physique, il va nous dire exactement. S'agit-il, quand il faisait cette composition, est-ce qu'il s'agissait du miroir concave ou convexe? Ça n'a pas d'importance. Parce que le titre, comme je t'ai déjà dit, Franz, c'est un prétexte. Ah. C'est de la musique. Avant tout, on trouve un nom à la musique. Oui. Alors, donc, notre invité est déjà là. Je pense que nous allons le faire venir. L'introduire ici, Monsieur Alain Brunet. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Monsieur Alain Brunet. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Brunet. Bonsoir, Alain. Ça va bien? Oui, merci de me recevoir. Oui. On va se tutoyer, non? C'est comme vous voulez. Hein. Moi. Toutes sortes de possibilités. Alors, est-ce que, je voudrais poser la question, professeur et étudiant qui se rencontrent, est-ce que, je voudrais poser au professeur, est-ce que l'étudiant était un étudiant sage? Sage, oui, peut-être. Oui. Très sûr de lui, comme on le remarque régulièrement. Oui. Mais non, c'était surtout un très bon compositeur. Bon. Enfin, moi, j'avais plutôt des connaissances historiques et journalistiques du jazz. Je n'avais pas une connaissance théorique de la musique. C'était une connaissance beaucoup plus socio-historique que j'avais. Mm-hmm. Alors, c'était beaucoup de cette approche-là que j'avais. Bien sûr, j'avais des connaissances fondamentales en musique, comment les accords étaient construits, comment les rythmes étaient élaborés. Enfin, toute l'évolution du jazz à partir de la forme primitive jusqu'aux formes beaucoup plus évoluées à partir du début des années 40. Mm-hmm. Et par la suite, évidemment, maintenant, on peut... c'est très difficile de parler de... L'arbre a beaucoup de branches. Oui. Alors, donc... ce qui était intéressant à cette période, c'est que le cours d'Alain était très ouvert. Mm-hmm. Dans la classe, on pouvait discuter de beaucoup de choses. Et puis, il emmenait des films aussi, je me rappelle. Oui, je me souviens, on avait des films. Il y avait un homme qui avait une collection incroyable de films d'époque. Et d'ailleurs, qui est décédé, je crois. Il était d'origine allemande. Enfin, il était d'origine européenne. Il avait une fantastique collection de films des années 20. Et donc, tous les grands films en noir et blanc qui ont été faits avec les groupes des grandes formations de New York, mm-hmm. de Chicago, de la Nouvelle-Orléans. On voyait tout et on discute de ça. Mais ce soir, on est surtout là pour parler de ton livre, Alain. Oui, justement, donc, pour les auditeurs, donc, vous voyez la première couverture du livre de M. Brunet. Donc, est-ce que je me permets de dire
Alain Brunet, tout simplement. Oui, oui, Alors, voici le livre de Alain Brunet. Le titre, c'est La misère des niches. Et je pense que c'est un volume très épais. On pourrait dire que de 223 pages. 280. 280 pages, du moins... À peu près de 300, enfin, aucune importance. 300. Bon, alors, c'est important pour les téléspectateurs de savoir le nombre de pages, de sorte qu'ils puissent aller vérifier tout ça. C'est écrit. Et on pourrait dire que normalement, pour la division en chapitres de ce livre, donc on pourrait dire c'est combien de... C'est à peu près 11 nous sommes en chapitres. littérature. Il y a 11 chapitres. Quand on parle de livre, nous sommes en littérature, nous devons vraiment faire part aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Donc, la division en chapitres... il y a 11 chapitres. 11 chapitres, voilà, tous c'est ça. déclinés sur le thème de la misère. Oui. Misère des niches, évidemment, c'est un jeu de mots de la misère des riches. Et donc, la misère des niches, parce que à peu près tout ce qui n'est pas le 0,5% de la musique qui récolte d'énormes profits est devenu, d'une certaine façon, une niche. Des petites niches. Oui, mais il y a des niches maintenant qui, autrefois, étaient considérées comme des produits de masse. Prenons des cultures régionales en France ou au Québec ou au Canada anglais ou encore dans plusieurs pays non occidentaux où il y a des vedettes. Je ne parle pas de la Chine ou de Bollywood en Inde, mais disons en Mauritanie, mettons, où des gens ont quand même des succès nationaux très importants et donc qui, dans le contexte de l'Internet maintenant, contrairement à ce qui se passait avant la révolution numérique, étaient des produits ou des œuvres ou des artistes qui étaient considérés comme des artistes populaires de masse. Alors que maintenant, on peut voir que avec les données, enfin les résultats exponentiels de certains artistes planétaires, on pense dans le monde anglo-américain, prenons Drake au Canada ou The Weeknd, ou Rihanna aux États-Unis, ou Jay-Z, Kanye West, ou Taylor Swift, des artistes qui ont une circulation hallucinante, alors que finalement, Marie-Mé, qui est une grande vedette populaire ici, est quand même beaucoup plus petite en termes de rayonnement réel. Donc, on peut dire même que certains succès régionaux populaires sont devenus des niches dans le contexte de l'Internet. Mais tout ça, c'est par rapport au développement technologique, donc l'Internet, tout ça, que ces gens qui ont comme tu disais tantôt, des super développements avec leur musique. Oui. Et c'est par rapport à l'Internet. Mais c'est de la façon que la musique s'est restructurée depuis une vingtaine d'années. Lorsque l'Internet est arrivé dans les années 90, on a cru à la fin des années 90, enfin les grandes compagnies de disques, on pense à Universal ou Sony, ou BMG qui est fusionné avec Sony, ou encore MCA maintenant qui appartient à une autre major, Warner Music. Alors toutes ces grandes entreprises-là avaient espoir d'augmenter leur volume de vente sur l'Internet. Alors, ça ne s'est pas produit du tout. Finalement, au lieu d'une augmentation des ventes, c'était un déclin extrêmement rapide à cause du piratage. Le piratage qui a fait pas seulement le piratage, mais que la musique est disponible pour tout le monde en tout temps. Vous parlez, Monsieur Brunet, vous parlez de disruptive, en parlant de concept en quelque chose, je vois que dans le livre... On parle d'innovation disruptive. D'innovation disruptive. Oui. Et de quoi s'agit-il? La technologie, ça. Non, en fait, c'est une théorie managériale, en fait, l'innovation de disruption. C'est une théorie qui a été développée au départ dans la publicité par un publicitaire français, mais qui vit à New York, qui travaille pour de très, très grandes compagnies de publicité, Jean-Marie Dru. Et ce concept-là a été repris par Clayton Christensen, qui est un professeur de Harvard, et qui ont développé cette théorie-là au cours des années 90. Et cette théorie-là exige beaucoup d'innovation, mais en même temps, dans les faits, on bouleverse l'écosystème justement, c'est ce que je vois. L'écosystème industriel, et ça ne s'applique pas strictement à la musique. Au contraire, ça s'applique, par exemple... Dans les arts? Non seulement ça, dans l'industrie de l'hôtellerie. Airbnb est une innovation disruptive. Uber, le taxi, c'est une innovation disruptive. Donc, on baisse le prix du produit, mais on bouleverse l'écosystème des artisans
qui le font. Ça veut dire que tous les Google, Netflix, tout cela rentre. Exact. On peut en dire, jeu. oui. Ouais. En science, on peut dire qu'il y a aussi des entreprises qui ont pratiqué l'innovation disruptive. Mais moi, je me concentre davantage sur les industries culturelles. Mais on peut le voir dans l'hôtellerie avec Airbnb, on peut le voir dans le taxi avec Uber. Alors donc, ça a eu quand même... on a suivi ici l'histoire récente du taxi. Il y a beaucoup d'artisans qui avaient acheté des permis à des prix très importants. C'était leur patrimoine personnel pour leur caisse de retraite, etc. Et l'arrivée de Uber a bouleversé cet écosystème-là. Donc, si on récapitulait un peu pour le public, oui. Et comment on pourrait énumérer ça dans l'ordre des choses qui ont causé cette misère? Ben, en fait... Premièrement... Oui, allez-y. C'est quoi? Premièrement, c'est cette façon de restructurer les industries culturelles, c'est-à-dire que en instaurant un système de circulation exponentielle de plusieurs contenus, non seulement sur Google, mais YouTube qui était racheté par Google par la suite. Et qui favorise seulement un petit groupe de personnes. En fait, il y a des choses très intéressantes avec l'Internet, c'est-à-dire que moi, je suis pour la diffusion exponentielle des contenus et des informations. Sauf que, dans les faits, la rémunération n'est pas à la clé. C'est-à-dire que autrefois, dans le monde physique, entre guillemets, lorsqu'on vendait un album, on pouvait récupérer un montant X par vente d'album. Mais il y en a quand même qui sont rémunérés. Oui, il y en a, mais sauf que c'est une minorité infinitésimale. Mais c'est des gens qui sont... on les a déjà nommés. Oui. Mais il y en a à peu près une centaine dans le monde. Vous avez parlé de Jay-Z, de Beyoncé, ces gens-là. Enfin, tout le monde. Ici, on a The Weeknd, Justin Bieber. Parce qu'ils ont des moyens? Oui, il y a une minorité infime d'artistes qui sont à l'image, d'ailleurs, de la monopolisation récente. Dans les derniers 20 ans, ce qui s'est produit, par exemple, avec Google, Facebook, YouTube, Amazon, justement, Apple parler Music, de ça. On assiste à une concentration énorme de la richesse, très très rapide, et cette concentration de la richesse s'est faite en 2 décennies. Les gens qui ont fondé Google étaient des post-doctorants en maths à l'université Stanford. Ils étaient des bons étudiants. Et maintenant, ils font partie des 10 personnes les plus riches de la planète. Oui, justement. Excusez-moi, je suis obligé d'arrêter, François. C'est très intéressant ce que tu dis. Une concentration énorme de la richesse. Pourquoi? Il faut que les gens comprennent pourquoi. Mais pourquoi? Parce que la nature même de la technologie a pu induire cette concentration très rapide et les gens qui ont finalement été capables de bouleverser les écosystèmes antérieurs de l'industrie de la musique, dans le cas qui nous occupe, ont finalement créé des empires énormes. Et ces empires-là sont fondés sur la circulation très, très, très puissante d'une petite minorité d'artistes. Très bon. Franz, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses si on faisait un peu de musique? Parce que l'émission, quand même, c'est une émission... Justement, ça veut dire qu'on doit laisser un petit peu de chance à notre invité de respirer, d'essouffler un peu. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Parce que, Alain, tu as beaucoup à nous dire. On dirait que c'est comme vous voulez, ta boîte est gonflée. Là. Non, mais écoutez, pas de problème. Alors, merci, on revient. On revient.
Alors voilà, donc on vient d'écouter un deuxième morceau de Harold Faustin et son quintet qui s'intitule Manu, tout simplement. Oui. À la réception de notre invité, M. Alain Bonnet, donc, qui a voyagé, donc ça doit être quelque chose. Moi, en matière d'énergie, après un voyage, je me sens vraiment un peu fatigué pour le repos. Et puis là, vous êtes venu sur le plateau comme ça. C'est vraiment gentil d'être venu tout de suite. Tout de suite, et puis nous apprécions énormément. Alors, pour y revenir sur votre livre que j'ai lu, je veux vous dire que j'aurais tellement, parce que je trouvais que c'était très intéressant le sujet. Merci. Et j'aurais tellement aimé lire davantage le livre. J'ai eu des extraits, évidemment. Que, bon, ça va venir. Ça va venir. Alors, pour revenir, vous parlez aussi de concepts tels que de monopolisation de... Oui, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, la monopolisation très rapide oui. De ces entreprises qui, finalement, ont dominé le marché de la culture. C'est-à-dire que Facebook était l'idée de jeunes garçons au début de la vingtaine qui ont eu un bon flash et avec... une bonne équipe d'informaticiens au départ. Ils ont gagné le billet de loterie, eux. Par contre, des gens comme Sergey Brin et Larry Page, qui ont fondé Google, étaient quand même des têtes. Ce sont des post-doctorats en mathématiques. Ce sont des gens qui ont de très hautes connaissances du côté de la mathématique et aussi des algorithmes. Donc, les algorithmes, on sait que dans le monde numérique, c'est vraiment la déclinaison fondamentale, théorique, pour développer non seulement la façon dont on capte l'information audiovisuelle et donc et qu'on la redistribue et qu'on la diffuse et qu'on la traite, qu'on la transforme, qu'on l'enregistre. Oui, oui. Et donc l'Internet est le réseau qui permet de diffuser cette numérisation. Et donc, l'Internet existait
bien avant, avant 2000. Au départ, l'Internet était un projet militaire, d'ailleurs. Et même avant, dans les années 70, 80, on voyait... C'était d'ailleurs une espèce de laboratoire militaire américain pour favoriser une meilleure interaction entre les différents groupes militaires, c'est-à-dire les chars d'assaut, l'infanterie, l'aviation. Donc, permettre une communication simultanée, rapide, beaucoup plus grande que par des walkie-talkies, par exemple, ou encore des communications radio. Et donc, permettre une meilleure compréhension du champ de bataille. Mais par la suite, ça s'est transformé dans le monde de l'information, dans le monde de la science, dans le monde de l'éducation et dans le monde culturel. Évidemment, la musique, puisque le fichier musical est assez léger, lorsqu'on fait une compression d'un fichier musical, c'est beaucoup plus léger qu'une image ou encore beaucoup plus léger qu'une image vidéo. Et c'est de là qu'on parle de l'appauvrissement des niches. Là, je vous parle du point de vue technologique. Et ça a quand même eu un impact énorme sur la façon dont circulent les contenus. Et à partir du moment où les contenus ont commencé à circuler beaucoup plus librement, plus facile. Oui, et plus sans rapide. contrainte. C'est-à-dire que le piratage est arrivé à peu près en 2000-2001 avec Napster en 2000. Et après ça, il y a eu une flopée de sites pirates très importants. On pense à Casa, Nutella, iMesh. Enfin, il y en a eu toute une flopée. Il y en a encore aujourd'hui. Mais le piratage est beaucoup moins important qu'il l'était. Mais ça a complètement déstabilisé l'industrie de la musique. Qui croyait, comme je le disais au début de notre entretien, qui croyait faire ses choux gras avec l'Internet en vendant les disques beaucoup moins chers, et de manière plus rapide. Et donc, on aurait augmenté le volume des ventes considérablement et ça ne s'est jamais produit. Mais il y a quelque chose, Alain, dis-moi te dire quelque chose. C'est vrai, le phénomène que tu nous décris là, c'est quelque chose qui a appauvri définitivement les musiciens. Mais bien avant cela, je pense que nous, les musiciens, on avait perdu... C'était déjà pas terrible avant. C'était très grave parce que les musiciens n'étaient pas dans les festivals. C'est pas eux qui organisaient ça, contrairement aux gens, à la littérature. La littérature, ce sont les gens de l'aide qui organisent des festivals, tout ça, etc. On avait perdu la franchise depuis longtemps. Oui, on peut dire ça, mais on peut dire que... Les compagnies disent, on n'était pas là. Mais depuis le début de l'enregistrement, la musique est dominée par les éditeurs, par les producteurs, par les promoteurs. Mais c'est un peu comme ça, l'industrie de la culture occidentale, évidemment, les autres pays non occidentaux se sont plus ou moins basés sur les innovations managériales et industrielles de la culture occidentale. Mais depuis les tout débuts de l'enregistrement et de l'industrie de la radio, on a vu, même à Tin Pan Alley dans les années 20, il y avait déjà une cohorte d'éditeurs qui sont devenus très puissants et qui pouvaient exploiter les musiciens à tort. C'est-à-dire que... Définitivement. Et donc, ça fait très, très longtemps que les musiciens ont une petite part du gâteau. Mais avec l'Internet, c'est encore pire. Alors que c'était... Là, c'est un désastre. C'était déjà assez difficile et parfois scandaleux, mais maintenant, c'est un désastre. Un désastre dans le monde de l'audio. Au départ, c'était le piratage, mais maintenant, on n'est plus... Le piratage a beaucoup décliné à partir du moment où le streaming est arrivé. Alors, le streaming... Le plan streaming, justement, vous en parlez. Le streaming, c'est l'écoute en continu. Et donc, l'écoute en continu est devenu un modèle légal il y a plusieurs années, mais un modèle dominant il y a à peu près 4 ou 5 ou 6 ans. C'est devenu un modèle beaucoup plus puissant et le piratage a décliné beaucoup parce que, pour à peu près rien, n'importe qui la musique de tout le monde peut accéder et c'est légal. Il n'y a pas de piratage. Rien. Absolument. Genre, par exemple, si vous avez 1 million de clics sur Spotify au Canada, vous allez faire 7 000 $. Donc, autrement dit, c'est totalement ridicule. Et Spotify, lui, fait combien? C'est difficile de dire que Spotify fait beaucoup d'argent. Spotify, ironiquement, n'est pas rentable. Et il y a un déficit accumulé Ça donne un exemple. Prenons un autre... Ce qui est rentable en ce moment, c'est Google. Spotify a à peu près 180 millions d'utilisateurs. Près de la moitié, paie un abonnement de 10 $ ou 10 €. Si on est en Europe, on paie 10 € par mois. Si on est en Amérique du Nord, on paie 10 $.
$10 américains ou $10 canadiens. Mais ce n'est pas suffisant pour rentabiliser les opérations. Alors que YouTube a plus de 500 millions de lecteurs de contenu audiovisuel. Vraiment, c'est beaucoup plus considérable. Même plus proche de 600 millions que 500 millions. Et donc, par exemple, un artiste comme David Guetta, qui est un artiste français de la musique électronique très pop, il a dépassé le milliard de clics, lui. Alors, ces gens-là qui ont 1 milliard de clics, ou encore Drake, qui, en ce moment, est l'artiste le plus important sur Terre. Et Drake a 63 millions de clics par mois. Alors que... Et il a à peu près 13,2 milliards... C'est ça que j'aimerais Alain, que tu nous expliques. Mais c'est justement ce que je suis en train de faire. Comment Drake le fait? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il y a des compagnies derrière lui, des gros, qui sont... Oui, c'est son argent, ou bien c'est sa façon de faire? C'est ça que je veux savoir. Maintenant, des gens comme Jay-Z ou Kanye West... On parlait de Drake. Mais Drake est associé. Maintenant, ces artistes-là sont des entrepreneurs aussi. C'est pas l'artiste dominé par un producteur. Je comprends. Mais comment qu'il domine le marché? C'est ça que écoute, premièrement, Drake est un très, très bon hitmaker et il a réussi à établir une domination totale sur l'Internet. Et donc, avec son équipe, il a monté sa popularité. Et étant donné que l'Internet permet une diffusion exponentielle par rapport à autrefois. Autrefois, c'était la radio, les ventes de disques dans les magasins. Maintenant, sur l'Internet... C'est ce que je veux dire. Il y a d'autres hitmakers qui n'arrivent pas à se tirer d'affaires comme ça. Je pense qu'il n'y a aucune raison réelle, au fond. C'est pas parce que Drake est un meilleur hitmaker que tout le monde. C'est ça que c'est lui qui a gagné. C'est comme n'importe qui devient extrêmement riche. C'est pas parce qu'il est nécessairement le plus brillant au monde. Non, moi, c'est parce qu'il y a un concours de circonstances. Par rapport à la technologie, tout ce qui se passe, pourquoi qu'il y en a complètement qui s'appauvrissent totalement par rapport à la technologie et les choses qui arrivent. Et puis il y a d'autres par rapport à ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des grandes compagnies comme je sais pas, qui ont la possibilité de pousser leurs favoris d'une manière pour qu'ils récoltent plus? Oui. En fait, l'industrie de la musique s'est restructurée à la manière des nouveaux monopoles. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de travailler sur une diversité, puisque la diversité ne rapporte pas grand-chose, on a décidé de concentrer les efforts sur une petite minorité d'artistes qui deviennent immensément riches, de la même manière que les propriétaires de l'Internet le sont devenus. Et ça se passe aussi dans la promotion. La compagnie Live Nation, qui, on parle d'Evenco ici à Montréal ou au Québec, qui est une puissante entreprise. Qui a acheté le festival de jazz. Oui, c'est ça, mais Evenco, c'est tout petit à côté de Live Nation. Monsieur Brunet, vous nous amenez quelque part qui était intéressant et j'ai voulu faire des comparaisons. C'est vrai que l'Internet en tant que tel appauvrit un petit peu... beaucoup. Beaucoup au niveau de la musique. On sent l'appauvrissement. Mais dans votre livre, je vois que vous parlez aussi de cet aspect-là de l'Internet, c'est-à-dire que ça a traversé l'horizon avec la musique où des groupes qui se trouvent au Brésil, par exemple, ils font la connaissance du rock. Donc, ça veut dire qu'au Brésil, il n'y avait pas le rock, et puis là, on retrouve... Il y a du rock depuis longtemps, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Oui. L'accès à l'Internet et à YouTube donne la possibilité à beaucoup de gens de s'éduquer sur toutes sortes de choses qui ne seront pas nécessairement dans leur culture nationale ou dans leur culture régionale. Donc, ça favorise beaucoup l'hybridation des genres, l'ouverture, etc. Donc, vous allez voir en Israël des gens qui vont faire du reggae. Vous allez voir en Colombie des gens qui vont faire aussi des musiques qui n'étaient pas fondamentalement de la musique colombienne ou de la cumbia, par exemple. Je vois que vous parlez de la Corée du Sud, comme par exemple au niveau de la musique électronique, quelque chose comme ça. Oui, puis il y a une immense musique pop aussi qui est très formatée aussi. D'ailleurs, quand je parlais de la centaine de super artistes au monde, il n'y a pas que des Anglo-Américains. Il y a des Coréens, il y a des Japonais, il y a beaucoup de gens en Inde qui ne sont pas super connus en Occident, mais qui sont immensément connus sur la moitié de la planète Terre. Alors, qui sont très connus en Afrique, qui sont très connus dans le Moyen-Orient, qui sont très connus partout en Asie centrale.
mais qui sont moins connus en Amérique du Nord, sauf pour la diaspora indienne qui vit en Amérique du Nord, ou encore les gens qui sont dans cette culture-là. Alors donc, enfin, qui sont sensibles à cette culture-là déjà. Alors donc, il y a quand même, disons, une bonne centaine de personnes qui sont très, très, très riches et qui donnent une fausse idée de la réalité. C'est-à-dire que, oui, ils sont riches, mais ils ne représentent pas du tout la communauté artistique. Ils représentent une minorité d'heureux élus qui sont devenus des milliardaires ou des multimilliardaires et qui dominent le monde et qui s'enrichissent au max, pendant que l'immense majorité, sinon la presque totalité, des gens qui créent des contenus, et beaucoup de ces gens-là créent des contenus de grande qualité et gagnent très mal leur vie. J'ai une question, Alain. Et je sais que tu as un fils qui fait de la musique. Oui. Et il a étudié à l'université, tout ça. Et quel conseil que tu lui donnes? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il va falloir que, pour changer les choses, pour faire en sorte que le vent tourne, il va falloir une mobilisation très, très, très vaste. Et on est vraiment à l'aube, au petit matin de ça, parce qu'on n'a pas vu grand-chose. En fait, vous savez, les artistes, ils veulent être aimés. Ils travaillent dans leur laboratoire, ils sont dans leur local. Ils ne se préoccupent pas tant que ça de l'économie et des aspects socio-économiques de leur carrière. Et là, ils devraient le faire. Malheureusement... Sinon, il y en a qui vont s'arrêter. Il va falloir s'arrêter si on ne peut pas vivre. On constate même Luc Fortin, qui est le président de la Guilde des musiciens, Luc Fortin, d'ailleurs qui étudiait avec toi à l'époque, dans mon cours. Et il me disait qu'on assiste à une baisse d'affluence dans les facultés de musique au Québec en ce moment. Pas une baisse marquée, mais une baisse quand même inquiétante. Parce que les jeunes qui ont du talent en musique, ils savent ils sont condamnés à ne pas pouvoir exercer leur métier comme il faut. C'est super, on va garder ça pour plus tard parce qu'il faut continuer un peu de musique. Titre que tu vas. Je viens jouer un morceau du compositeur qui est avec nous, Yoel Diaz. Florentina.
Alors voilà, donc on a écouté Florentina, une très belle pièce. Je félicite encore, c'est sûr que nous avions reçu le dimanche dernier monsieur Yorel Diaz, n'est-ce pas, à Villa, le nom de famille. Donc c'est une très belle pièce et je lui félicite encore une fois. Bravo. Alors, et nous revenons à notre cher invité, monsieur Alain Brunet, que je ne ressasse pas de remercier de sa présence. Et je suis assoiffé de relire le livre. Parce que normalement, comme je dis, un extrait ne me suffit pas. Donc je voudrais. Faut aller dans... il faut aller en profondeur. Totalité. C'est très intéressant. Alors, vous parlez aussi dans ce livre de quelque chose de plant training, quelque chose comme ça, en matière de concept. Vous parlez de long tail. La longue traîne. Long train. Long tail, c'est un concept qui était... en fait, c'est une métaphore très intéressante qui a été finalement mise de l'avant par un auteur et un journaliste américain qui s'appelle Chris Anderson, qui est le rédacteur en chef d'une revue très importante de nouvelles technologies, de nouvelles mœurs induites par la technologie numérique. On parle beaucoup d'environnement immersif dans cette revue qui s'appelle Wired. C'est une revue californienne dont il est le rédacteur en chef, comme je dis. Et il a écrit plusieurs essais, dont The Long Tail. Donc, au milieu de la décennie précédente, vers 2004-2005, il avait lancé ce concept qui nous expliquait que, par exemple, la musique est un animal. Il s'imaginait la musique comme un animal dont le tronc, donc le corps, la partie la plus importante, était en train de s'atrophier et que la queue, comme une espèce de dinosaure, s'allongeait de plus en plus. Et la queue représentait l'addition des niches, de tous les contenus spécialisés. Et lui croyait à l'époque, et plusieurs y croyaient, parce que à ce moment-là, on était au tout début de l'aventure de la circulation des contenus sur l'Internet, et le piratage on pensait que ce serait peut-être momentané, on ne savait pas trop tôt, c'était vraiment dans l'inconnu. Et donc, dans cette métaphore de la long tail, donc le corps de la bête étaient les blockbusters, c'est-à-dire les superstars. Et les superstars étaient de moins en moins nombreuses. C'est très intéressant tout ça, Alain. Excuse-moi de te couper. Mais je vais lire le texte. La métaphore elle-même, en tout cas, il faut quand même bien la comprendre. Oui, justement, faire les détails. Pour bien la comprendre, la métaphore elle-même, c'est que l'addition des niches représentait la queue de plus en plus grande de l'affaire, de la nouvelle bête. Et c'est là que l'argent se ferait, d'après lui. À ce moment-là, il croyait que, la musique populaire à très grand public deviendrait de moins en moins importante et l'addition des contenus très spécialisés deviendrait une source de revenus beaucoup plus importante que les superstars. Et c'est absolument pas ça qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il s'est complètement gouré. C'est-à-dire que, effectivement, là où il ne s'est pas gouré, c'est que le nombre de superstars a été réduit. Sauf que la rentabilité de ces superstars-là, dont le nombre est réduit, est beaucoup plus grande. Alors que ce qu'il y a dans la grande queue, il y a la somme énorme des contenus de qualité n'est absolument pas rentable. Encore une fois, moi je me mets à la place des gens qui nous écoutent, niveau 101. Ouais. La grande queue, une bête, et longue queue, ils sont perdus un peu. Ouais, moi, je sais pas. Où êtes-vous perdu, là? Non, moi, pas moi. Moi, je ne suis pas perdu. Moi, je me mets à la place des gens. Oui, parce qu'on parle parce qu'il faut que les ramener toujours au minimum pour que tout le monde puisse comprendre exactement. Alors, j'ai compris ce qui s'est passé. Comment peut-on aller au minimum de cette explication? Je vais te le dire. Ce qui arrive, c'est que le parallèle, il faut toujours partir de où est-ce qu'on était avant. Oui. Il a posé une question de la grande queue. Oui. Et puis, ça veut dire quoi dans ce qu'on était avant? La misère des niches, que les musiciens s'appauvrisseraient, il y en a d'autres qui s'enrichissaient. C'est ce que je viens de dire. Ce que je viens d'expliquer exactement, c'est que le nombre de superstars était en train de diminuer et le nombre d'artistes spécialisés est en train d'augmenter. C'est ce que je viens de dire. C'est clair. Et donc cette traîne, cette longue queue du dinosaure en question
est de plus en plus importante. Et Chris Anderson, à l'époque, croyait que l'addition de tous ces marchés très spécialisés-là, c'est-à-dire le jazz antillais, la tout musique, le monde ensemble, la somme de tout ça, de tout ce qui était faisait face aux gens. Oui, Okay, tous les contenus spécialisés, oui, ce que je disais tantôt, tous les contenus plus spécialisés étaient de plus en plus importants, non seulement en termes d'écoute, mais en termes de rentabilité. Et donc, c'est faux. Finalement, ça s'est avéré faux. C'est-à-dire que il y a de plus en plus d'écoute, mais il n'y a absolument aucune rentabilité. C'est-à-dire que, et en même temps, il n'y a pas tant d'éclectisme que ça. On constate, pardon, qu'il y a une augmentation d'éclectisme, c'est-à-dire que les gens écoutent un peu plus de styles différents, mais grosso modo, non. Grosso modo, ils écoutent Drake, Taylor Swift, ils écoutent Rihanna, ils écoutent enfin les super méga stars. Qui font des millions. Et aussi, ils écoutent les playlists qu'on leur suggère sur Spotify. Vous savez que 60% des gens qui sont branchés sur Spotify, c'est-à-dire 60% de 180 millions de personnes, écoutent essentiellement des playlists. Ils n'écoutent pas des albums. Ce qu'on leur propose. Ce qu'on leur propose. Et qui leur propose? Des logiciels. Ce sont des logiciels qui sont des référencements algorithmiques, c'est-à-dire à partir d'algorithmes, c'est la même chose sur Facebook. Vous avez aimé tel artiste, vous allez aimer peut-être, on vous en suggère 3 autres. Mais finalement, on vous suggère toujours les mêmes, ou encore une cohorte, une sous-catégorie exactement dans la même famille. Alors, vous avez l'impression d'être dans la grande diversité et finalement, vous êtes dans un îlot de certitude qui est fausse. C'est-à-dire que vous allez écouter, vous aimez la musique antillaise, vous allez écouter que de la musique antillaise. Mais vous n'écouterez pas des musiques soudanaises ou des musiques colombiennes, vous n'écouterez pas nécessairement des musiques d'Asie centrale, vous n'écouterez pas des musiques écossaises, etc. Question. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec le marché du livre? On peut le faire avec tous les contenus de qualité. Donc toi, tu subis la misère des niches. Oui, mais je subis. En fait, vous savez, les secteurs qui ont été le plus affectés jusqu'à maintenant, depuis la numérisation, depuis la fin des années 90-2000, début 2000, c'est d'abord la musique, en général. Et le deuxième secteur, c'est la presse écrite. La presse écrite est en très sérieuse difficulté de manière générale partout dans le monde parce que non seulement les revenus sont à la baisse, mais enfin, la circulation des contenus elle-même, elle est très bonne. Par exemple, moi, le journal pour lequel je suis employé permanent, la presse, n'a jamais eu autant de lecteurs qu'aujourd'hui. Et pourtant... C'est sur Internet. Sur les tablettes, Internet, application mobile pour le téléphone portable. Donc, la combinaison des trois, ça fait un lectorat beaucoup plus considérable qu'à l'époque où la presse était beaucoup plus rentable. Et pour le livre qui apparaît dans le numérique, par exemple, on lit les livres maintenant sur par exemple, les iPhones, les trucs comme ça. Oui. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, il faut vraiment bien comprendre que les médias de référence, surtout la presse écrite, vivaient essentiellement de contenu publicitaire, de revenus publicitaires. Les revenus du lectorat, ça dépend. Vous savez, en Europe, les revenus du lectorat sont plus importants qu'en Amérique du Nord. Mais grosso modo, le facteur le plus important, c'est la publicité. C'était la publicité, ça l'est toujours. Parce que... Mais ça ne l'est pas parce que... Enfin, ça l'est toujours. Le problème, c'est qu'on perd de la rentabilité en ce moment parce que la publicité est vampirisée par 3 ou 4 grandes compagnies de l'Internet. Alors, en ce moment, dans tous les marchés du monde entier, Facebook, Google, Amazon et quelques autres compagnies drainent à peu près entre 70 et 85% des marchés publicitaires de toute la Terre au complet. Voyez-vous l'importance, mesdames et messieurs, de ce que M. Brunet est en train de dire. Donc, c'est très, très intéressant parce que on écoute de la musique. On consomme les choses, les produits, on ne sait pas toujours profondément de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on regarde, quand on va dans les librairies, je vais dans Archambault, je regarde, avant il y avait tout un rayon de disques, maintenant il n'y en a point. Parce que Amazon a détruit l'écosystème des librairies. Amazon est le principal facteur du déclin
de la vente des livres. La livraison directe. La livraison directe aussi. En même temps, ils ont été très créatifs d'une certaine façon. C'est-à-dire que, par exemple, moi, lorsque j'ai fait toute la revue de lecture pour préparer mon propre livre, c'était des livres très spécialisés que je cherchais. Et là, si je voulais les avoir en librairie qui sont déjà en difficulté, je pouvais attendre 3 semaines, 1 mois et demi, alors que sur Amazon, je le trouvais en 1 minute, point 4. Alors, on me le livrait en produit physique, ou bien, même encore beaucoup plus rapidement, tu l'achètes en formule Kindle, donc en format numérique. Alors moi, la plupart des livres que j'ai lus pour préparer mon propre livre, je ne les ai pas achetés en format physique. Je les ai achetés en format numérique et je les ai trouvés immédiatement. Est-ce que ton livre est en vente en format numérique? Bien sûr. Malheureusement, c'est ironique, c'est paradoxal, mais il est sur Amazon. Voilà. Alors, nous devons faire une petite pause musicale. J'invite, n'est-ce pas, notre cher maestro du quintet de pouvoir nous offrir, je ne sais pas quelle pièce qu'il peut nous offrir pour l'instant. Et bon, je vais vous offrir Blues for Mandela. C'est une pièce que Alain adore. Oui, je la connais très bien.
Voilà. Blues pour Mandela, une fois, Harold Faustin. Bravo. Il nous a fait un petit classique, là. Ouais, voilà. J'aimerais présenter les musiciens, ils jouent extrêmement bien. Alors, Evans Baptiste à la batterie. Oui. Yoel Diaz au piano. Et à la basse électrique, nous avons M. Marion, François Marion, à la basse électrique. Mon nom c'est Harold Faustin à la trompette et à la composition. Au vaccin. Avant même de la présentation, c'est sûr que c'est bien de présenter les musiciens, mais j'ai voulu qu'on puisse conclure avec notre invité aussi aujourd'hui, qui est M. Alain Brunet, pour son livre, son merveilleux livre que j'ai hâte de pouvoir lire. Et je pourrais dire que normalement, M. Brunet a son livre qui, en fait, le prix, c'est vraiment alléchant, c'est 25,95 $. Le prix classique des essais. Le prix classique des essais. Et on peut trouver le livre, n'est-ce pas, dans toutes les librairies. Les bonnes librairies, oui, bien sûr. Voilà. Vous pouvez le trouver en format numérique aussi sur les plateformes de vente de livres numérisés. Oui. J'allais intéressant pour les musiciens. J'allais avoir une dernière question. Moi, je pense que tous les musiciens, les professionnels de la musique ou les mélomanes, enfin, le public le cible de ça, c'est un public très vaste. Les gens qui aiment les contenus culturels, les gens qui pratiquent la musique, qui pratiquent aussi toutes sortes de formes d'art, plusieurs formes d'art, et aussi leurs équipes, c'est-à-dire les gens qui travaillent autour de ce milieu-là. Ça nous amène à réfléchir. Et les gens qui enseignent. Enfin, il y a quand même beaucoup de monde qui devrait s'intéresser à ça. Et il faut quand même dire que nous sommes maintenant, enfin, c'est ce qu'on nous dit depuis très longtemps, enfin, depuis le début de la numérisation de l'environnement, de l'information, de la culture, on est dans une civilisation des contenus, soi-disant. Mais c'est vrai, il y a effectivement une infinité de contenus qui circulent sur le web, mais dans les faits, on se rend compte que
cette infinité de contenus n'enrichit pas les créateurs de ces contenus-là. Quelles sont les solutions pour remédier à tout cela? C'est la dernière question. Moi, je pense que nous avons des solutions à 3 axes. Solution politique, solution juridique et solution entrepreneuriale. C'est-à-dire que les musiciens doivent se prendre en main eux-mêmes. Je pense que pour faire basculer l'affaire, pour faire tourner le vent de côté, il faut qu'eux-mêmes mettent leur culotte. Si les créateurs de contenu, dans une civilisation des contenus, laissent tout faire, laissent leurs managers, laissent les entrepreneurs faire les choses à leur place, mais ça ne fera que s'empirer. Oui, ça va péricliter. Et en général, les gouvernements sont plutôt attentistes par rapport à ça. Ils attendent qu'il y ait de la pression. Alors donc, les gouvernements vont changer, les lois vont changer, c'est-à-dire que ça nous prend des changements politiques, des changements juridiques. Donc des lois de protection des contenus, des lois de diffusion des contenus, des lois qui protègent et qui garantissent l'émancipation des contenus et de leurs créateurs. Et aussi, donc, ça doit avoir des conséquences légales. Il faut que ça se traduise aussi dans bien des cas, des applications juridiques qui n'existent pas en ce moment. Il y a bien plus de choses qui se passent en Europe ça commence. Par exemple, le 12 septembre dernier, l'Union européenne a voté en majorité une directive pour, contraindre Google, Amazon, Facebook, etc., à partager. Mais quand vous lisez le texte de loi, c'est quand même très embryonnaire. Donc, on donne la possibilité... C'est un balbutiement. On est encore vraiment à la phase embryonnaire de ces changements juridiques-là, mais ça va prendre des lois contraignantes. Et aussi, donc, d'un point de vue entrepreneurial pour les artistes, il faut qu'ils développent eux-mêmes des plateformes. Il faut qu'ils se mettent ensemble, ça c'est très difficile. Très difficile, mais si ça ne se fait pas, rien ne va se produire. Tout à fait. Alors voilà, nous vous remercions infiniment d'être venu à notre micro, Monsieur Brunet. Donc, en fait, il faut se dire que la STL, c'est une station de diversité culturelle, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est une station qui est l'œuvre, je pourrais dire, de Monsieur Badjona Bazin et Madame Junie Delva, ça c'est important de pouvoir le signaler, qui ouvrent leurs portes, n'est-ce pas, pour n'importe qui veut venir, n'est-ce pas, à la STL. Parce que non. Voilà. Donc, merci infiniment d'être là avec nous. Merci aussi aux musiciens, n'est-ce pas? On n'a pas énuméré les noms comme autant à rôle, mais je vous remercie vraiment à la ronde. Et nos remerciements aussi à Touré, M. Touré, les Nuits d'Afrique et le Balatou, n'est-ce pas, qui nous accueille ici. J'aimerais préciser aussi, pour l'émission, vous irez à la www.stl.com. Et puis la semaine prochaine, notre invité, c'est le grand guitariste qui nous vient de Paris, Amos Coulange, avec sa femme, Kissita. Voilà. Et alors, je crois que c'est tout pour l'émission. Merci Alain d'être venu. Au revoir, à bientôt. C'est toujours un plaisir de parler de musique, de discuter de musique. Voilà. Et nous devons remercier également aussi les techniciens qui sont en arrière. Il y a M. Valéry qui est en arrière, il y a Hugo, hein, je donne seulement leur prénom. Et nous avons notre du Balatou aussi. Hein. Et oui, nous avons notre maquilleuse, si vous me permettez, pour justement un beau maquillage. Voilà, sans donc est-ce que j'ai très fade. Justement, est-ce que j'ai manqué quelqu'un, j'ai oublié quelqu'un, donc sinon je m'en excuse, mais je remercie tout le monde. Voilà, merci aux spectateurs, téléspectateurs qui sont là avec nous et qui nous assistent. Merci. Bonne soirée, bonne suite.